Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, dans les organisations, la performance est souvent abordée par les chiffres, les outils, les procédures, mais ce qui fait la solidité d'un collectif se joue quelquefois ailleurs, dans la qualité des relations humaines, non pas les relations fonctionnelles, ni les échanges formatés par les rôles qu'on endosse, ni par les échanges formels, mais celles qui engagent la présence, la parole claire, l'écoute, la capacité à coopérer, à assumer ses responsabilités de façon frontale. Lorsque ces relations s'appauvrissent, la performance se fragilise, la confiance se délite, les organisations s'épuisent à compenser par des règles ou des contrôles. À l'inverse, lorsque les relations sont réellement humaines, elles deviennent un levier de stabilité. Et la performance est envisagée autrement. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de célébrer de façon un peu candide l'humain, mais nous en parlons dans le cadre de l'entreprise. Et nous restons ouverts à l'échange de 10h à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité Jean-Louis Fell, qui est fondateur de Vacom, qui est aussi inventeur de la méthode OPR et qui est auteur d'un ouvrage. Nous sommes tous humains, surtout moi. Alors, ça m'a fait penser à la ferme des animaux. Nous sommes tous égaux, mais certains plus égaux que les autres. Oui. C'est toute la difficulté des relations humaines. Et nous venons d'être rejoints par Amélie Mello, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Ce matin, nous allons parler des relations vraiment humaines. Est-ce qu'il est vraiment humain? Certains définissent l'humain par le crime. Il n'y a que des humains qui commettent des crimes. Certains définissent l'humain, on dit il a perdu son humanité parce qu'on fait preuve d'un manque d'empathie, lorsqu'on est incapable de ressentir la douleur d'autrui, lorsqu'on se dégrade. Alors, c'est deux perspectives pour définir l'humain dans l'entreprise. Quand on parle de relations vraiment humaines, c'est davantage le deuxième aspect auquel on songe. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hello Badr. Hello, et je m'excuse du retard. Bonjour Jean-Louis. À tous, et j'étais à l'heure moi. C'est bien ça. Alors ça démarre bien. Ça démarre bien. Et ce que vient de faire Jean-Louis, c'est exactement ça. En fait, dans notre pays, on les appelle les stylos rouges, stylo hmar. Vous savez, ceux qui pointent la moindre erreur, il manque un S, il manque un R, il manque un E. Accent. Je sais qu'il l'a fait exprès. Bravo. Nous sommes tous humains, surtout moi. Alors, pour connaître Jean-Louis, parce que je me suis permise de voir une de ses vidéos. Et justement, par rapport aux relations humaines, ce qui forge le respect, des fois, ce qui crée les liens sincères et authentiques entre les êtres humains, c'est l'encouragement. Et donc, démarrer une relation par un encouragement ou une vraie présence ou un vrai merci ou tout simplement un vrai conseil ou une vraie écoute, hein, des fois, il suffit juste d'écouter les gens avec sincérité, ça crée quelque chose. Après, on peut donner des feedbacks, on peut dire ton livrable n'a pas été à la hauteur ou il y a quelque chose, est-ce que je peux t'aider, etc. Mais si tout de suite, d'emblée, les choses ne sont pas solides, on n'a pas créé des bases, et tout de suite on rentre dans le lard, comme certains font à la tronçonneuse, ça enlève quelque chose, malheureusement. Oui, bravo, j'adore votre discours. Merci. Franchement, Merci. c'est magnifique. Alors, si j'ai réagi comme cela, c'est parce que moi j'ai comment une phrase. On appelle ça les phrases totem, celles qui nous animent toute notre vie, on fait des choses sérieuses, parce que l'humain c'est très sérieux, sans se prendre au sérieux. C'est ça. Et ça, j'essaie toujours, en tout cas moi, de ne pas me prendre au sérieux. Et j'adore votre discours parce que je démarre toujours mes conférences avec 2 mots. Et vous allez vous retrouver, évidemment, c'est merci et bravo. Ouais. Toujours. Et ce sont 2 mots qu'on n'utilise pas assez dans la vie. Parce qu'on a l'impression que c'est normal, merci, c'est que la politesse. Non, merci, merci profond. Oui, exactement. Un merci profond, c'est différent d'un merci formel. Des fois, la politesse est une protection, parce qu'on veut quelquefois évoluer dans un milieu ouaté où les choses font moins mal. Alors, la politesse, ce sont les formes. Mais lorsqu'elles ne sont pas incarnées, on sent l'insincérité. Le vrai merci est différent du merci formel. Oui, c'est vrai. Et souvent, alors, je donne l'exemple, moi, souvent, je viens de France, bien sûr, vous le savez, mais les de mails Normandie. professionnels, ça débute souvent merci de bien vouloir. Ah oui, non. C'est un merci masqué. Là, c'est de l'autorité masquée. Parce qu'on peut avoir du mal à le dire, mais on peut avoir du mal à le recevoir. Parce que dans la région, en Normandie, en tout cas, j'habite toujours, on dit toujours la réponse c'est merci. Et l'autre personne répond de rien.
Et ça, je trouve ça, c'est une formule qui détruit le merci, quoi. Alors, Ouais. j'encourage les gens, évidemment, je le fais, moi, pour montrer l'exemple, c'est de dire avec plaisir, Oui. de manière à montrer que je prends le merci et c'est quelque chose pour moi, comme vous l'avez très bien dit, un encouragement à m'exprimer et à être moi-même. Oui. C'est ça qui est Mais les intéressant. relations se crispent dans l'entreprise pour une raison et une seule. C'est quand les personnes sont sanctionnées pour le fait d'exprimer ce qu'elles sont ou ce qu'elles imaginent être, et que dans la réalité, le fait d'ouvrir cette brèche-là aboutit, entre guillemets, à une mauvaise une mauvaise conséquence sur sa propre vie, ou lorsque ça aboutit au fait de constater que ça déclenche des rumeurs, des moqueries et ainsi de suite, des bruits de couloir négatifs, à ce moment-là, on se dit, bon, les amis, c'est pour la vie, le travail, c'est le travail, et c'est immédiatement que ça se referme dans l'entreprise. Ou dans son parcours de vie, lorsqu'on a pu être sanctionné pour sa sincérité, y compris lorsque on a pu partager des éléments de sa propre vie avec des personnes qu'on estimait proches et que ces relations se sont distendues et que la confiance a été trahie, ben, ça rend méfiant. En fait, si je peux me permettre, Badr, de réagir à ça, je pense que la réalité marocaine fait que... Il y a une expression que j'adore au Maroc, c'est «Nhafd ala ma loujah», c'est-à-dire je garde mon Ah oui, visage. oui, oui. Et en fait, j'ai remarqué, et c'est assez puissant, que quand on nous fait des remontrances ou des espèces voilà, de recadrage, des fois assez agressifs, assez violents en public, on le prend mal. C'est normal, on a une personnalité, on a un ego, Ah oui. on peut vouloir aussi garder notre légitimité et l'oujahdienne, quelque part notre visage, Oui, parce c'est qu'il une y a... prolongation, c'est une extension de la dignité. On se Et- dit, oui, en public, oui, et il y a il y a l'image de soi. Il y a cette notion de respect qui est fondamentale. Et dans les relations humaines, justement, en entreprise, moi, j'ai remarqué que certains managers gagnaient beaucoup en efficacité et en temps quand ils prenaient les éléments de leur équipe, j'allais dire un à un, quand il y avait des choses à recadrer, à revoir, à corriger, etc. Les mais retardataires. pas devant toute l'équipe. Vous Oui. savez, il y a cette question de... on n'aime pas les humiliations en public quand même, on n'aime pas des formes de rabaissement en public. Et il y a un jeu de perception. C'est vrai. En fait, des fois, l'intention n'est pas dans l'humiliation ou dans le rabaissement. Mais malheureusement, des fois, c'est reçu comme ça parce qu'il y a l'effet de groupe, il y a l'effet de on va parler de moi, on risque d'utiliser ça contre moi, Et donc, du coup, pourquoi ne pas préserver l'intégrité de la personne ou l'image de la personne en lui faisant justement, j'allais dire, corriger ou attirer l'attention sur des choses qu'elle mériterait justement d'avancer, mais seule à seule. Oui, Seul à mais seul. seul à seul. Donc là, cette distinction entre le public et bon, parfois disons ce qui a rectifié en privé. Alors dans les religions abrahamiques, l'humain est dans le péché. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois aussi cette méfiance, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des saints. D'où nous sommes tous humains, surtout moi, c'est-à-dire on se considère, disons, on a une perception de soi-même, entre guillemets, la sensibilité, on est plus sensible, on est juste, on se perçoit toujours de façon améliorative, si bien que lorsque la perception d'autrui est en inadéquation avec la façon avec laquelle on a tendance à se voir, on se dit oui, le monde est ce qu'il est, les gens sont terribles, il faut se protéger. Jean-Louis Fell. Oui, alors tout à l'heure j'ai entendu parler d'un mot, il y a beaucoup de mots qui m'intéressent, qui m'interpellent et sur lesquels j'ai envie de réagir. L'ego. On est tous, l'humain justement, et c'est ce que je développe dans ce livre, on est un écosystème. Parce qu'on dit toujours qu'on est dans un écosystème et chaque humain est un écosystème. Et on peut dire ce que l'on veut, mais moi j'ai souvent tendance à dire, il y a une phrase que j'adore, c'est un projet collectif ne s'accomplit que lorsque les individualités s'y épanouissent. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et je vois dans les entreprises, on va lancer des stratégies, de changement, allez, on va faire des tas de choses merveilleuses. Et quand on regarde ce qui est écrit, le travail qui a été fait, on dit c'est merveilleux, c'est fabuleux. Et ça ne marche pas. Et qu'est-ce que l'on fait? On va remettre des moyens pour changer de stratégie, l'améliorer, etc. Alors qu'on a oublié quelque chose de fondamental, c'est que les personnes elles-mêmes qui doivent être dans ce projet ne se reconnaissent pas dans ce projet. Oui. Et donc, c'est l'engagement. Il faut trouver le moyen pour que les gens se sentent engagés dans ce projet. Et tout à l'heure,
Je voulais rebondir parce que quand on parlait de soi et tout, etc., il y a une signature que nous avons chez Vacom, et je pense qu'on va se retrouver là-dessus, c'est ce qu'on appelle le sens de l'humain. Et quand on doit définir le métier de Vacom, votre métier sûrement, ça j'en suis certain, à vous entendre en tout cas, eh bien c'est de libérer le sens de l'humain, parce que chaque individu a le sens de l'humain. Oui, mais Par contre, il n'a pas la possibilité dans l'environnement dans lequel il est de d'être l'exprimer. lui-même. Et donc, il va jouer des rôles. Et je reprends tout à l'heure ce qui a été dit. Ah oui, c'est- le garçon de café dans un certain ouvrage. Pardon Ben, on joue des rôles dans la vie. mais tout le temps. Mm. Et je crois qu'avoir le sens de l'humain, c'est savoir sortir des rôles et aller vers l'humain. C'est-à-dire, moi, je suis directeur, donc je m'adresse aux gens en tant que directeur. Eh ben non, je m'adresse aux gens en tant qu'humain. Et encore une fois, une relation n'est jamais d'égal à égal. Elle est toujours d'égo à égo. Il y a toujours l'ego qui prend le dessus, surtout si cet ego a pris le pouvoir sur la personne parce qu'il se sent en danger. Voilà, je m'arrête là parce que j'adore vous écouter. Alors, Non, mais, non. mais on est tous les deux, on aime bien. Là, mine de rien, le temps file à grande vitesse. Il est déjà 10h25. C'est le moment de profiter de la respiration musicale. Et il y aura aussi les actualités à 10h30. Et on reprendra notre émission dans quelques instants. Et nous restons ouverts à l'échange. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas. C'est toujours au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. Nous sommes avec Jean-Louis Fell, nous sommes avec Melim Lhlou et nous parlons des relations vraiment humaines. Alors, dans l'entreprise, la question est de savoir c'est pour quelle raison l'entreprise qui a toujours un but lucratif, c'est-à-dire de délivrer, elle a l'objectif d'être performante, d'être au service, disons, oui, d'objectifs qui sont parfois prédéterminés dans le but de produire davantage, dans le but d'être plus rapide ou que sais-je encore, de proposer quelque chose qui est d'une sorte d'efficacité pour les uns et les autres. Et on ne perçoit pas nécessairement immédiatement l'intérêt de développer au sein de l'organisation des relations vraiment humaines, parce que toutes les organisations, parfois, tuent la sensibilité. Dans les armées, par exemple, je ne suis pas certain qu'on fasse grande place, disons, à l'empathie. Et pourtant, des personnes sont prêtes quelquefois à engager leur propre existence pour une cause et être au service, disons, des autres à ce degré-là d'engagement. Mais malheureusement, enfin, en entreprise, je ne crois pas qu'on soit alarmé. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et je dirais que l'entreprise, c'est une extension. Des fois, je parle du Maroc parce que notre culture est assez particulière, bien qu'ouverte au monde. Il y a des éléments qui sont tout à fait spécifiques et personnels à la culture marocaine. Ouais. Des fois, l'entreprise est vécue comme une extension de la famille. Ah oui, et des fois, dans l'entreprise, on identifie le patron, le boss, le créateur, le promoteur, l'entrepreneur comme un deuxième chef de famille ou comme un père de substitution. Bien qu'aujourd'hui, cette verticalité ou cette autorité soit un peu remise au goût du jour, il y a une coexistence aujourd'hui entre deux mondes. Moi, je le vois. La nécessité d'adopter une forme d'horizontalité avec la Gen Z qui est demandeuse d'expertise, de transparence, de sens, de présence et de légitimité. Et de parler d'égal à égal. Ils ont ce besoin de rapport d'adulte à adulte et donc ils détestent la configuration classique, excusez-moi, le formalisme, les merci de façade. Ou bien une verticalité dont un rapport d'autorité sans sens, c'est-à-dire un rapport d'autorité de fait. Et cette verticalité-là, aujourd'hui, elle est remise en question, mais il y a une coexistence entre les deux modèles, je le vois encore. Si je peux me permettre de citer une anecdote qui m'est arrivée cette semaine, avec une de mes chefs de projet, donc qui appartient à la Gen Z, qui a 27 ans, et où on a eu une forme de redéploiement des priorités, où un livrable qui était supposé dans une semaine a été changé par le client. Il le voulait sous 24 heures pour des raisons internes. Donc, on a dû changer nos priorités. Et donc, il fallait qu'elle s'active sur le sujet. Et alors, cet après-midi du même jour, on avait une réunion à 15 heures avec un autre client en distanciel. Et naïvement, moi, de l'ancienne génération, j'ai cru qu'elle allait se présenter à cette réunion parce que c'était prévu comme ça. Elle ne s'est pas présentée. Donc, je me suis retrouvée seule à cette réunion avec le client, avec les demandes. Le sujet était préparé, ça allait. Mais j'avais des points d'interrogation dans ma tête. Je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre quand même. Elle aurait pu me prévenir, elle le savait, c'était noté dans son agenda et tout. Et en fait, donc moi, j'avais ma frustration de, tu m'informes. Je suis ta manager, c'est la moindre des choses. Dans ma tête, il y avait ce besoin de respect.
Et dans la tête de Fatem Zahra, pour la citer, il y avait le besoin de délivrer la nouvelle priorité qui était sous 24 heures. Alors si on ne se serait pas expliqué, s'il n'y avait pas ce recul à un moment donné, au-delà de l'émotion qui est « mais comment ça se fait qu'elle ne s'est pas présentée, elle ne m'a pas prévenue ?» C'était mon premier pic de frustration et de colère. J'ai dit « mais Fatem Zahra, mais alors dis-moi, je t'attendais à la réunion de 15h, mais j'ai essayé d'être dans une posture d'adulte. » Elle me répondait « mais Myriam, tu te rappelles, ce qu'on devait livrer dans une semaine, on doit le livrer demain. » Donc j'ai préféré m'attacher au résultat. Et donc on est sortis toutes les deux de nos... Elle ne s'est pas défendue, elle a assumé sa position. Et moi, je ne lui ai pas rué dessus en lui disant « c'est pas normal, ça se fait pas, tu m'as manqué de respect ». J'ai demandé des clarifications. Ah oui. Et ça s'est, tu sais, moi, ça m'a calmée parce que j'avais besoin de réponses. Oui. Et elle s'est pas sentie attaquée. Et il y a quelque chose aussi qu'on Mais peut oui, faire mais bien sûr. sous l'effet de la pression, du stress, etc. C'est qu'on va aller oublier que il y a des êtres humains avec leur logique. Nous sommes avec notre logique. Essayons de comprendre ce qui s'est passé dans des moments de tension ou d'ambiguïté. Le mot-clé, moi j'entends, essayons de comprendre. Essayons de comprendre. Essayez de se comprendre et de comprendre les autres. Mais ce que j'entends, c'est le respect, c'est l'autre forme de la nécessité qu'on imagine devoir donner à soi-même une forme de protection. Alors, quand on dit on m'a manqué de respect, c'est dire on m'a agressé, ou je me suis senti agressé souvent. Souvent, c'est le sens que Alors, ça... si je peux me permettre, et très brièvement, Oui. notre cerveau aime les raccourcis. Ça, c'est ma déformation professionnelle, Jean-Louis. On Oui. aime les raccourcis. C'est comme ça que notre cerveau est câblé. Oui, Donc, oui. moi, quelqu'un qui se pointe pas à la réunion dans ma génération Oui. et comment j'ai grandi, Oui. sans me prévenir, c'est un manque de respect. Exactement. Et j'y vois une atteinte à mon autorité. Or, les codes ont changé et peut-être que dans la volonté de bien faire, c'est pour ça... temporisons des fois nos décisions et nos jugements, le temps de mieux comprendre la situation mais c'est pas toujours facile. Mais heureusement que je l'ai fait parce que quelque part, son intention était très intéressante. Elle était orientée résultat, donc why not? Jean-Louis Fell. Il y a tellement de choses à dire, c'est tellement riche tout ce que j'entends, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me vient comme ça. Alors c'est peut-être décalé, mais ce que je crois moi, alors j'ai beaucoup de convictions, hein, j'ai pas de certitude, surtout pas, et je doute toujours, parce que je crois que il faut pas douter de ses doutes. Faut accepter ses doutes de manière à se dire bah tiens, si je doute, c'est que je me pose des questions, donc je peux apprendre quelque chose. Alors, une des convictions que j'ai, c'est que l'objectivité n'existe pas. C'est un idéal. Alors je vous apprends sûrement rien, mais c'est juste de dire bah moi j'ai l'impression que la situation elle est comme ça, avec ma façon d'être, et chaque humain est singulier, est différent, et on l'oublie. Et alors pour revenir au thème de l'entreprise. Je crois que l'entreprise, on a toujours, en tout cas beaucoup moins maintenant, hein, je crois que c'est les effets de gens qui y croient, passionnés comme je crois on l'est déjà nous, mais il y en a des milliers comme ça, c'est que on veut opposer l'efficacité, la performance à l'épanouissement personnel, alors qu'ils se nourrissent l'un de l'autre. Et que si on arrive à mettre en place, et il y a beaucoup de dirigeants, je rencontre beaucoup de dirigeants qui ont ces valeurs-là, qui y croient, mais ils sont pris aussi par les résultats à atteindre, ils sont pris par peut-être des actionnaires, ils sont pris par toute la loi de la jungle, la compétitivité et tout, et on oublie. Et tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose, une de mes convictions aussi, c'est que l'humain n'est pas rationnel. On peut dire ce que l'on veut, toute édition que nous prenons par l'intuition, par l'instinct, par Mais heureusement, l'irrationnel. Oui. parce que la rationalité suppose beaucoup d'étapes pour aboutir à un résultat. Mais si nous fonctionnons de façon rationnelle pour toute chose, on n'a pas fini d'entreprendre quoi que ce soit, parce que par définition, la rationalité suppose, entre guillemets, une dissection, étape par étape. Quand on établit un raisonnement, ça prend du temps. Alors les raccourcis sont heureusement... Nous sommes câblés pour faire des raccourcis. Et quelquefois, ces raccourcis nous mènent sur de fausses routes. Oui, mais l'humain n'est pas rationnel, par contre. Il est rationalisant. Il veut tout rationaliser pour se mettre en sécurité, pour se protéger. C'est les process, les procédures, les méthodes. Évidemment qu'il en faut pour pouvoir savoir comment faire ensemble, pour coopérer ensemble. Mais on est assailli de ça et on oublie, justement, je reviens sur ce que vous disiez, on oublie l'humain, c'est-à-dire la personnalité, l'homme, l'homme, quand je dis l'humain, parce que je dis toujours l'humain à la place de l'homme ou la femme, c'est plus simple. Et donc, ses désirs, ses besoins. Et en tout cas, nous, quand on définit notre métier, parce que souvent,
on fait beaucoup de choses comme vous devez le faire, que ce soit du coaching, que ce soit le recrutement, la formation, tout ça. On dit, mais c'est quoi le métier de Vacom? Eh bien, on développe la performance humaine à travers des méthodologies, à travers des produits, à travers des tas de choses. Mais il s'agit de convaincre, parce que souvent, disons, ceux qui ont baigné dans un certain, dans un certain contexte, lorsque par exemple on accepte pour soi-même une forme d'autorité sans qu'on comprenne pourquoi effectivement les choses doivent aller dans tel sens et pas dans tel autre. Si on l'accepte pour soi-même, on se dit les autres doivent l'accepter. Et donc si on a évolué dans un monde avec d'autres perspectives, on comprend difficilement les raisons pour lesquelles d'autres personnes veuillent fonctionner différemment. Et dans l'entreprise, souvent les décisionnaires, ce sont ceux qui ont entrepris, c'est-à-dire ceux qui ont créé l'entreprise. Et de ce point de vue, alors il y a une dissymétrie, il y a aussi en échange une transaction, c'est le salaire, c'est la rémunération. On se dit, alors j'ai besoin de ça. Et pourquoi est-ce qu'on va se dire, les relations vraiment humaines, ça va me permettre d'être plus, d'avoir des équipes plus engagées ou d'avoir plus de performances ou d'avoir plus de résultats, à supposer qu'il faille toujours mettre en avant cet objectif-là. Oui, parce que les relations humaines, c'est pas seulement bien s'entendre. Oui. C'est se comprendre. Oui, et souvent, dans l'esprit des uns et des autres, il y a parfois une méfiance de prime abord. On se dit, ah, c'est de la naïveté que d'imaginer qu'il faille bien s'entendre pour fonctionner ensemble. Je reviens sur ce que tu as dit, Oui. Badr. Par rapport aux relations humaines, heureusement, la vie nous fait grandir. C'est-à-dire, heureusement qu'on réalise à un moment donné de notre vie qu'on n'est pas obligé de fonctionner de la même manière que nos collègues et qu'ils ne sont pas obligés de fonctionner de la même manière que nous. Et intégrer ça, c'est intégrer une différence fondamentale dans l'être humain. Si on bosse ensemble et si le patron, l'entrepreneur va créer différents départements, différents métiers, c'est pour qu'on se complète. C'est pour qu'on ne soit pas des doublons. Et donc se compléter, se dire qu'il y a des gens qui vont aller vite et d'autres qui préfèrent aller plus lentement. Il y a des gens qui vont suranalyser pour diminuer le risque. Il y a des gens qui préfèrent l'action, le contact humain, aller chez les clients, le terrain, etc. Et chacun est à sa place, ma foi. Et s'il n'est pas à la bonne place, qu'il demande de changer de place pour que ça l'aide à se sentir mieux. Ah, oui. D'accord ? Et donc quand C'est je vrai. parlais de ma collègue hier ou quand je parle des fois de différence de perception du client, etc., heureusement que la communication est là pour nous aider à lever des ambiguïtés, pour nous aider à mieux comprendre l'intention et l'objectif de l'autre. Parce que si on s'arrête sur nos préjugés et notre façon de voir le monde, on serait bien embêté. On risque de passer à côté de beaucoup de choses. D'être Tu vois. amputé d'une grande partie des choses belles et infinies qu'on a à découvrir dans notre petit parcours de vie. Alors, Jean-Louis Fell, il y a des méthodes, mais d'abord, il faut aller au-delà quelquefois de la réticence qui existe. Des fois, on se dit, les relations vraiment humaines, bon, ça ne fonctionne pas, ou il n'est pas nécessaire d'en développer pour avoir des équipes organisées et qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'on répond quelquefois à ce raccourci qu'on a établi dans son esprit quand on est fondateur d'une entreprise, c'est-à-dire quand on est amené à travailler avec les uns et les autres moyennant une rémunération? Je crois que c'est déjà dans le temps. Si on veut avoir de l'efficacité, de la performance dans le temps, durable, Oui. je crois qu'il faut un ingrédient même si le mot n'a pas été prononcé, je l'ai entendu énormément, c'est la confiance. Ah. Et là, c'est un sujet énorme, parce que si on veut avoir des relations vraiment humaines, il y a une énergie qui est inépuisable, qu'on n'utilise pas assez, qui est à notre disposition, c'est la confiance. Encore faut-il bien comprendre ce qu'est la confiance. Alors on peut ensemble en parler, je crois qu'il y aura vraiment des avis très éclairés qui vont pouvoir, moi, m'apprendre aussi, parce que j'ai une soif d'apprendre énorme. Mais la confiance, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Êtes-vous d'accord? Alors, c'est pas à vous que je m'adresse, mais aux éditeurs. Êtes-vous d'accord en disant, la confiance n'exclut pas le contrôle? Ah oui, ça c'est la fameuse phrase du KGB. Ah, bravo. Bravo à vous, parce qu'il y a peu de gens qui le savent. Oui. Et quand moi j'interviens, en tout cas, devant des chefs d'entreprise, je leur demande, je leur pose la question. Et je peux vous assurer, Oui. en tout cas en France, je l'ai fait au Maroc, il y en avait quand même quelques-uns quand même hier, mais en France, 80% lèvent la main. Oui. D'accord? Et tous ceux qui revendiquent la confiance, tous ceux qui disent oui, il faut faire confiance. Mais Et je me fais fort, et merci de l'avoir fait, parce que vous le connaissez, je leur dis, savez-vous qui a prononcé pour la première fois cette phrase? Et donc,
vous n'avez pas lu KGB, moi je dirais, alors on peut vérifier sur Internet et tout, je l'ai fait plusieurs fois, hein, parce que je veux pas qu'on me contredise, mais c'est Lénine. Alors quand on sait que c'est Lénine, l'apôtre de la liberté, celui qui a créé la Tchéka, enfin je vais vous en passer sur ses œuvres maléfiques, qui a prononcé cette phrase qui sécurise... Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ben oui, et que Merci, c'est devenu un précepte. Merci beaucoup. C'est pratiquement devenu un précepte de management. C'est Pascal. Ça veut dire pourquoi les gens aiment cette phrase, parce que ça leur dit, bah ouais, je fais confiance, mais attention, hein, je vais vérifier, puis si jamais ça va pas, bah hop, je vais pouvoir revenir. Parce que pour moi, encore une fois, ma propre définition, la confiance, c'est un pari. C'est un pari sur l'humain, justement. C'est un pari sur... c'est un acte de foi. C'est-à-dire que c'est pas rationnel. On peut pas se dire, ah bah je fais confiance, mais je veux le retour sur investissement. Ah Alors, oui. quand Je on vois dit- les mamans quand elles éduquent leurs enfants, elles se disent pas je vais leur faire confiance, ils vont bien travailler à l'école. Si je ne surveille pas, bah ça Ouais. débute là. Si je ne surveille pas, si je ne fais pas attention, si je n'essaie pas de les pousser dans la bonne direction, bah peut-être qu'ils vont s'égarer. Tu me prends par les sentiments. Ah. Tu sais qu'il y a quelque chose que révèlent les études sur les neurosciences. Faire participer les enfants aux tâches ménagères les rend des meilleurs étudiants plus tard. Et c'est pas forcément le fait qu'ils fassent les devoirs le soir et qu'on soit là pendant 1 heure à leur dire allez, apprends ta leçon de maths, sois bien, sois brillant, etc. Fais tous tes exercices à lecture. Peut-être c'est nécessaire. Mais des fois, le sens des responsabilités et le sens de l'utilité et le sens du collectif vient par des choses très très simples, qui est de Oui. participer aux tâches ménagères à la maison. Mais dans Ça certaines apprend cultures, le sens ouais. de la vie. Et dans toutes les cultures, garçons comme filles, il y a quelque chose d'essentiel dans le fait d'aider l'autre, parce que c'est d'abord aider une maman, un papa, etc. Mais c'est être responsable de son assiette, de son lit, de son plat et du service. Et tu peux pas imaginer, tu sais, les neuroscientifiques aujourd'hui sont Oui. en train de dire que faire participer les enfants dès leur plus jeune âge. Oui, mais est-ce que- Alors c'est mais je pas pose de... une question. Oui. Est-ce que spontanément, quand bon, il y a un effort collectif qui est fait à la maison pour parfois, bon, quand il y a l'hiver arrive, il y a oui, le grand ménage que dans certaines familles, c'est un rituel, c'est une tradition qui revient. Et quand tout le monde s'active, des fois, on peut avoir le souvenir d'avoir spontanément, enfant, voulu participer. Spontanément voulu participer, c'est-à-dire on fait quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on met davantage d'ordre, on a davantage envie d'être dans un endroit propre que dans un endroit sale, et ça, c'est pas quelque chose, entre guillemets, qu'on impose de l'extérieur, c'est juste une sensibilité qui est déjà là, et qu'on essaye de faire entrevoir à ceux avec lesquels on partage beaucoup de temps et beaucoup d'interactions. Tu sais, dans les relations humaines, dans l'entreprise, qui est un sujet qu'on est en train de débattre ce matin et qui est un sujet très riche, moi, qui me passionne. Oui. Moi, les êtres humains que je rencontre en entreprise, c'est toujours les mêmes êtres humains que je rencontre à l'extérieur, souvent. Alors, ils peuvent mettre des Absolument. jolies vestes, ils peuvent s'habiller différemment, ils Ah peuvent oui. mettre leur bleu de travail, Mm. mais le cœur est le même. Et toujours. Le cerveau est le même, les valeurs sont les mêmes. Ils peuvent se déguiser des fois. Moi, je dis pas qu'on porte pas des masques. On les porte. On les porte des fois pour assurer un job, pour rassurer nos actionnaires, pour rassurer quelqu'un. Mais on reste les mêmes. Et donc, le fait d'être quelqu'un de bien à l'extérieur, il y a des fortes chances que vous serez quelqu'un de bien à l'entreprise. Si vous êtes un con à l'extérieur, il y a des grandes chances que vous soyez con avec vos collègues. Je suis désolée, c'est Là, pragmatique. pour compléter, là je vous crois complètement, parce que je crois qu'on a autour de soi, alors ça c'est une petite phrase qui peut choquer, hein, on a autour de soi les relations que nous méritons. Donc Ah. ça veut dire que c'est aussi la manière dont on est nous qui va Attirer attirer ou pas les bonnes et ou les belles mauvaises personnes que personnes. l'on souhaite. Et moi C'est vrai. j'adore, vous savez, quand il y a des gens qui disent « Oh là, en ce moment il n'y a que des cons ». Et je me dis toujours, mais quel est celui qui les attire? Quel est celui qui les crée? Quel est celui... Oui, Mais moi c'est j'entends, vrai. mais c'est vrai, il y a une phrase que j'entends souvent. Dès que j'entends souvent les gens dire ah les gens sont méchants et ça, c'est pour y a se que des donner, cons. c'est pour se donner la permission d'agir sur le même registre. Souvent, les personnes qui se plaignent énormément des autres sont des personnes qui entre guillemets veulent, disons, mettre l'échelle si bas que Là. pour elles-mêmes elles souhaitent s'autoriser des comportements qu'elles auraient réprouvés chez les autres. Là, mais on attire une... Non. Oui, oui, mais Alors, c'est ça. dans les grandes théories de psychologie, et quand Oui, même oui. qu'on voit tous les jours même au foot, hein, dont on attend des résultats impatiemment, Non, je dirais tu pas n'as pas lesquels. encore fait le deuil. Mais tout le monde... Non, je n'ai pas parler fait foot. le deuil. C'est Je horrible. n'ai pas fait le C'est deuil. terrible. Je Le foot est l'assume. terrible. Je l'assume. Alors, Oui. il y a un syndrome en entreprise qui est celui d'être bien vu.
on aime bien être bien vu. Tu sais, celui qui va en faire trop pour être bien vu, pour être celui qui va compléter le travail de ses collègues, systématiquement, de ses collaborateurs, parce qu'il se dit, ouais, tu sais, c'est pas grave, il n'a pas eu le temps, tu comprends, etc. Moi, je te dis, c'est pas forcément qu'on attire des gens, c'est qu'on se met... Automatiquement, si moi je suis le sauveur, par exemple dans une situation, je suis le sauveur de mon équipe, et il y en a des bras cassés, il y en a qui n'ont pas des compétences rédactionnelles, et moi je complète, je corrige, je masque, je camoufle, etc., par peur de... Je suis un peu un sauveur, un peu beaucoup un sauveur. Bien. Systématiquement, je dis bien systématiquement, parce que la dynamique a besoin de ça. Pour être un héros, il faut bien une situation héroïque. Pour être un sauveur, il faut bien une situation de sauvetage. Ah oui, mais donc, on n'est pas facile si une on, victime. Si on Donc, fait du travail en plus. Hein. En fait, on attire des rôles complémentaires. Oui, un sauveur a besoin d'une victime. Et il a besoin, pour être sauveur et pour exprimer le fait que je suis quelqu'un de bien, décidément, je suis quelqu'un de bien, il a besoin d'une crise. Ah oui. Il a besoin d'un petit méchant qui doit être dans la scène de... persécuteur. Ah oui. Et ben voilà notre triangle de Karpman. Oui. Bien sûr. Mais c'est pour ça que j'imaginais la dynamique des couples, entre guillemets, des fois défaillants, c'est-à-dire qui reposent sur des déséquilibres qui, sur la durée, vont nous peser. Mais regarde, tout bon scénario hollywoodien, il part d'une tension, d'une crise, d'un problème. Il y a l'avant, il y a l'après. Entre-temps, il y a des gentils qui vont venir sauver la situation. Et l'être humain, il se nourrit de ça. Maintenant, comment sortir de ça ? Moi, j'ai la conviction qu'on peut sortir de ça. Je reprends Thomas d'Ansembourg, dont j'adore les écrits. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Mais cessez d'être gentil, c'est-à-dire on peut être une bonne personne sans pour autant vouloir démontrer en permanence qu'on est une bonne personne. Mais c'est même le début de notre émission. Il y a le merci et le vrai merci. Mais c'est ça. Mais en fait, on peut être une bonne personne sans chercher la validation dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que des fois, c'est pas grave, je vais assumer de prendre une décision difficile. Ça va déplaire. Je sais que ça va déplaire. Mais je recherche plus la validation. Je cherche plus que dans tes yeux, je sois une bonne personne. Moi, je sais ce que je fais et intègre et correct. Et là, il y a une clé énorme dans la vie. Ce que j'encourage, qu'en tout cas, moi, c'est ma passion depuis des années, c'est arriver à bien se connaître. Arriver à connaître ses sources de motivation. À connaître qu'est-ce qui fait que moi, je vibre dans la vie, qu'est-ce qui fait que j'existe. Parce qu'un des premiers besoins, j'allais dire prioritaires de l'humain, c'est d'exister à ses yeux, d'abord, prendre confiance en soi, voir qui on est, mais aussi exister aux yeux des autres, ce que vous venez de dire exactement. Et après, il y a d'autres besoins qui apparaissent. Donc, alors après, on peut les classer, et surtout pas les enfermer, mais je veux dire que c'est la compréhension de soi qui va créer la confiance en soi. Oui. C'est la conscience de soi, c'est se dire... Et les gens qui... On revient sur le mot confiance de tout à l'heure, mais les gens qui peuvent avoir des difficultés à faire confiance aux autres, c'est qu'ils ont un manque de confiance en eux. Et ça vient d'eux. Alors, moi, je suis plutôt spécialiste entreprise, parce que vous partez parfois dans la famille et tout, et là, j'ai moins d'avis à donner, ayant vécu des expériences de vie extraordinairement riches, d'accord, avec beaucoup d'aventures. Mais la différence, c'est que dans la vie de tous les jours, bon, c'est vraiment que de l'émotion. Et peut-être dans l'entreprise, on essaie de mettre la rationalité qu'on a vue tout à l'heure. Exactement. On essaie de mettre des résultats on n'est pas atteindre. aussi proche avec les personnes avec lesquelles on travaille. Toujours. On n'est pas aussi... Donc il y a la nécessité de... Oui, il y a cette distance-là qui existe et c'est une différence. Alors la confiance et se connaître. On va y revenir après la respiration musicale qu'on a tardé à faire entendre et on se retrouve après le flash d'information. Bien entendu, nous restons ouverts toujours à l'échange. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission ce matin. Nous sommes avec Jean-Louis Fell, nous sommes avec Meriem Helhlou et nous parlons des relations vraiment humaines au travail, comment elles peuvent être au service de la performance. Mais il y avait un chemin qu'on évoquait juste avant la respiration musicale, la confiance, de bien se connaître pour peut-être mieux comprendre les autres. Alors, pour se connaître, parfois il y a des tests de personnalité. Il y a aussi une infinité de strates et de couches qu'on peut essayer d'explorer. Et pour cela, il y a de la spiritualité, il y a la psychologie, il y a un certain nombre de chemins qu'on peut explorer qui mettent parfois des mots sur des aspects qui vivent en nous. Je peux dire quelque chose ? Bien entendu, c'est le but de l'émission. Pour bien se connaître, et au-delà des tests de personnalité qui sont finalement des outils ou des gadgets,
pour bien se connaître, je pense que d'abord, il faut du temps. Il faut se donner le temps. Se donner le temps. C'est pas à travers une interaction ou un échange de 2 heures qu'on va bien se connaître. Il faut prendre le temps d'interagir, de se comprendre, de vivre des situations différentes, de rencontrer des gens différents, de voyager. Parce que si tu n'as pas le facteur temps, tu peux pas voir qu'est-ce qui est récurrent, qu'est-ce qui est profond, qu'est-ce qui est ancré. Et tu peux même pas installer des nouvelles habitudes. Donc le facteur temps. Et je dirais même en même temps, si je peux me permettre, la possibilité de s'offrir la possibilité ou le risque de voir la noirceur à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire que tu dois, j'allais te dire, parce que quand on te met un miroir face à toi, on te met face à aussi tous tes problèmes et toutes tes contradictions et toutes tes noirceurs. Imaginez un entretien qui commencerait. Alors, quelle est votre ombre? Quelle est votre zone? Eh bien, ça serait formidable. Mais je vais te dire une chose, ça veut dire que c'est d'avoir des êtres humains qui sont prêts à se remettre en question. Parce que je sais qu'on parle beaucoup d'entreprise et qu'en entreprise, on n'est pas en thérapie, mais on cherche des outils pour être plus performants. Cependant, si les gens, j'allais dire, donnaient plus d'amour et en même temps que les outils et les technologies et les méthodes, mais donner plus d'amour et de compassion. Oui, ce n'est pas l'un ou l'autre dans la vie. Et oui, c'est même l'un et l'autre. Et si on donnait les deux, tu verras un très 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 grand développement chez l'être humain. La confiance, très intéressant. dont parlait Jean-Louis Fell. Alors il y a aussi des méthodes. Oui. Mais je voulais juste rebondir. Le temps, évidemment, mais je crois qu'il faut des aides. Tout le monde ne prend pas le temps de cela. Il y a des gens qui sont en appétence pour cela, pour se connaître, et depuis des années, et vous en faites partie, j'en fais partie, bien sûr. Puis d'autres qui ont besoin qu'on les accompagne. Et c'est pour ça que je crois, moi, évidemment, mais je ne suis pas objectif. Je l'ai dit tout à l'heure, ça n'existe pas, donc l'objectivité. Mais il y a une méthode que nous, on utilise depuis un certain temps. Je crois que c'est là-dessus que vous voulez m'emmener, et avec grand plaisir. Parce que autant je suis contre l'enfermement, la classification, autant je crois qu'une méthode, en tout cas comme nous on l'utilise, peut amener des résultats assez étonnants et permettre aux personnes d'appréhender certaines choses de leur vie et de comprendre pourquoi ils sont attirés par ci, pourquoi ils ne sont pas attirés par là. Et là, on parlait de neurosciences tout à l'heure. Elle s'appuie sur des recherches évidemment scientifiques, mais elle part d'abord de l'humain, de l'expérience, alors d'avoir le temps d'observer, d'avoir le temps de mesurer tous les effets qu'il peut y avoir, mais surtout s'appuie sur des recherches scientifiques comme la plasticité du cerveau, qui bouge tout le temps, qui se nourrit des pensées que l'on a et tout, mais aussi des connexions que nous établissons. Et moi, je crois beaucoup à ça, c'est ce qu'on peut appeler les préférences cérébrales. Ça veut dire qu'on a tous des connexions préférentielles, c'est-à-dire qu'on va utiliser certaines connexions, et plus on utilise ces connexions dans notre cerveau, plus elles se renforcent, et plus ça devient, vous l'avez cité tout à l'heure, une habitude. Et on ne se pose plus de questions. Ça veut dire on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Et je crois que le fait d'avoir un moyen d'évaluer, de dire « Ah oui, c'est vrai que j'utilise quand même beaucoup plus ces connexions-là que certaines autres, et voilà ce que ça entraîne. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas ?» Et là, on laisse une liberté, j'espère que je suis assez clair, mais je pourrais préciser après, on laisse une liberté à la personne qui appréhende les résultats, qui voit certaines choses par rapport à un questionnaire, par rapport à ce qu'on peut appeler un test, mais j'ai horreur de ce mot test, mais bon, c'est comme ça, pour que les gens comprennent, eh bien, se dire, je suis d'accord, mais quand même, il y a ça, et laisser la liberté à la personne de construire elle-même le référentiel qu'il y a autour d'une méthode qui existe, mais qui permet d'y voir clair, car tout le monde n'a pas cette capacité ou cette appétence à essayer de se comprendre. Si je peux rebondir, effectivement, il faut des portes d'entrée en entreprise. Et depuis longtemps, tu le sais, Badr, on utilise aussi ce qu'on appelle des tests psychométriques, on utilise des questionnaires de décryptage des personnalités, parce que... juste pour remonter à mon cadre de référence, qui est la programmation neurolinguistique, je crois qu'il est nécessaire, moi j'ai fait une école de commerce, après j'ai fait de la psychologie, etc. Mais pour ramener l'autre à une forme de réalité qui n'est pas la mienne, mais pour faire évoluer des perceptions,
il faut d'abord embrasser le point de vue de l'autre. Donc si en face de moi, mes clients sont des gens extrêmement rationnels et cartésiens, je ne peux pas rentrer directement par la porte émotionnelle parce que je n'ai pas pris le temps de créer le lien envers leur cadre de référence. Donc c'est d'abord marcher dans les souliers de l'autre, essayer de comprendre sa réalité et lui montrer qu'il y a d'autres réalités qui sont parallèles et qui vont enrichir sa réalité initiale. Donc moi, ma surprise était grande et mon émerveillement était grand que lorsque j'accompagnais des managers ou des directeurs qui étaient ingénieurs de formation, qui étaient brillantissimes, mathématiciens, juristes, philosophes, peu importe leur cadre de référence de départ, mais on entrait par un langage commun qui est, aujourd'hui, on a des outils pour décrypter, ce sont les outils, par exemple, DISC ou intelligence émotionnelle ou motivation, pour ne citer que, pour essayer de mieux comprendre votre réalité du moment. Et je le précisais, votre réalité du moment, parce que on évolue. Vous avez parlé tout à l'heure de plasticité. Alors, la plasticité est telle qu'on peut apprendre à tout âge, évoluer à tout âge, se muscler mentalement, émotionnellement à tout âge, etc. Donc le fait d'avoir cette première clé, ils disent « Ah oui, tiens, c'est intéressant, effectivement. Je me suis toujours vue comme ça, mais je n'avais pas exactement les mots pour le décrire. » Ou mon collègue me décrivait comme ça, mais là, maintenant, que j'ai rempli le questionnaire et que j'ai vu ces résultats par un algorithme qui m'a sorti ce rapport, peut-être qu'il y a une part de vérité dans les feedbacks que je recevais dans mes entretiens d'évaluation. Je m'y suis prêté une fois. Ça crée quelque chose. Je m'y suis prêté une fois parce qu'on a fait la proposition. Et c'est toujours plus digeste lorsqu'on présente la phase lumineuse et on se dit généralement les personnes qui ont ce type de caractéristiques, voilà ce qui peut les déclencher entre guillemets leur... on peut leur donner différentes terminologies selon le référentiel auquel on se réfère. L'ombre, des fois, c'est quand on fait référence à Jung, ou quelquefois, là, on dit la petite part de soi-même, ou la part qui émerge lorsqu'on est stressé, ou lorsqu'on est en danger, ou lorsqu'on est irrité, ou lorsque quelque chose va nous mettre en situation qui va déclencher en nous un rejet très intense. Jean-Louis Fell. Comment ça se passe et ça consiste à faire quoi précisément ? Je ne sais pas si j'ai bien écouté la question, parce que j'étais en train de réfléchir déjà à l'intervention juste avant. Et j'étais en train de, vous voyez, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. C'est-à-dire, on écoute pour répondre alors qu'il faut écouter pour comprendre. Et là, je ne l'ai pas fait, mais alors je vais essayer de rebondir, puis je vais faire comme si rien n'était. De toute façon, votre question m'intéresse. Et donc, de par mon expérience, mais ce que je voudrais, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça que je vais dire, c'est moi, je suis complètement autodidacte. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai été ouvrier, alors je ne vais pas faire du Zola, on est bien d'accord, mais au contraire, je vais valoriser ça maintenant avec mon expérience de vie. Parce qu'à une époque, pour moi, c'était un fardeau. Parce qu'à travailler dans les relations humaines, dans les ressources humaines, et avoir un bac -3, c'était pas très crédible. Surtout quand je faisais du recrutement pour des bacs +7. Mais aujourd'hui, je dirais ça, presque je le mets en avant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je crois qu'il faut se mettre dans une entreprise où on a tous les niveaux de compréhension. Et là où je revendique et je connais la PNL, puisque je m'en suis inspiré, bien sûr. D'ailleurs, le nom de Vacom vient du Vaco. Ouais, du Vacom. Ouais. Donc, ça a été des premières sources de compréhension, en tout cas, c'est comme ça. Et j'ai découvert tout un tas d'autres méthodes que je ne nommerai pas. Je nommerai la mienne, qui s'appelle l'OPR, l'optimisation du potentiel relationnel. Et ce que je vois de différent, c'est qu'elle est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études de philosophie, de psychologie et tout, parce qu'on s'adresse dans le monde de l'entreprise à des gens qui ont d'autres spécificités, qui ont d'autres envies, qui ont d'autres besoins. Et plus on va aller vers eux et simplifier les choses, plus ils auront accès à une forme de connaissance de soi et ils auront sûrement envie après d'aller plus loin. Oui. Et je crois qu'il existe, comme vous l'avez dit, des tas d'autres méthodes. Le problème de ces méthodes-là, je les ai étudiées, je les ai regardées, je les ai copiées, j'ai tout fait. Je ne comprends pas tout, moi. Et je me dis, alors, je ne suis pas un modèle, on est bien d'accord, mais je me dis, quelqu'un qui n'est pas aussi passionné que moi peut avoir des difficultés à les comprendre. Et en tout cas, moi, ce que je revendique à travers une méthode qui est accessible, c'est la simplicité. C'est d'arriver à dire à quelqu'un, toi, voilà pourquoi tu réussis ça, parce que tu as toujours une tendance à aller dans les nouveaux projets, la nouveauté, etc. Alors que tout ce qui est méthode, c'est pas ton truc, quoi. Ça leur parle. Et là, ça leur donne envie d'aller plus loin. Et je crois que les résultats que nous obtenons, en tout cas depuis maintenant presque 36 ans, sont dus à ça. On est face à d'autres méthodes beaucoup plus
élaborées, beaucoup plus, franchement, et qui sont très intéressantes. Encore une fois, je ne dévalorise pas du tout ça, mais qui ne sont pas toujours accessibles à tous dans une entreprise et qui, à un moment donné, font un effet, mais on va les oublier dans la pérennité et dans l'efficacité parce que, ouais, c'était Oui. pas mal. Mais c'est vrai que quand on voit Vous avez écouté là? Oui, mais bien sûr, quand on voit... Mais absolument, mais Mais non, mais je veux pas être tout seul à avoir. Non, non, absolument. J'ai bien... mais c'est un réflexe. Ça, alors, quand on met, par exemple, quand on figure dans son esprit les raisons pour lesquelles les autres fonctionnent différemment, bah, ça fait en sorte que dans le travail, bah, on peut, lorsqu'il y a un moment de friction, se dire ah, c'est dû peut-être à cette différence de perception, c'est dû à cette différence. Ou la personne, voilà ce qu'elle a envie de recevoir à tel moment. Et ça met des interrogations là où peut y avoir beaucoup plus de colère, Mais ou beaucoup plus de réactions. tu sais, Badr, juste pour rebondir, je pense pas que ce soit ce que dit Jean-Louis, je peux être d'accord et pas d'accord, pour une raison bien précise. Nous avons face à nous des clients des fois extrêmement exigeants, très bien avertis, qui sont dans le benchmark, dans la comparaison, et qui n'aiment pas des simplifications extrêmes. Et qui, pour eux, une simplification extrême équivaut à une analyse de surface, à une superficialité. Or, des fois, pour convaincre et engager, parce qu'il ne s'agit pas que de convaincre, il faut aussi engager des publics extrêmement différents. Il faut des approches complémentaires et des approches différentes. Peut-être que les approches simples s'adresseront peut-être à des personnes en mode initiation, prise de conscience, etc. Et que des approches plus élaborées, mais pas plus complexes. Parce que le rôle d'un excellent coach et d'un excellent formateur, c'est d'être un pédagogue. C'est d'être dans la synthèse et c'est d'être dans le fait de capter l'attention pour pouvoir amener autre part. Et donc là aussi, moi je pense que comparer des méthodes, oui, chaque méthode a sa place et chaque méthode a son public, quelque part. Et du coup, pour revenir à mes 20 ans d'expérience dans les mondes de l'entreprise et dans des entreprises très différentes, il faut à chaque fois rejouer le match. Arriver avec une posture d'expert ou arriver avec sa boîte à outils qui est très bien, qui est à chacun la sienne, mais dire qu'on ne sait pas votre métier. On peut être avec des banquiers d'affaires, on peut être avec des experts en assurance, on peut être avec des professionnels du BTP ou des gens qui extraient des minerais. Et chacun a son métier. Et arriver véritablement comme Colombo. Moi, j'adore l'inspecteur Colombo quand il disait, quand il arrivait pour faire le détective, il arrivait avec son imperméable et ses yeux naïfs. Et c'est ça le doute, j'allais dire, le doute... nécessaire à une bonne compréhension de l'écosystème et de l'environnement, c'est se dire, moi je ne sais rien, mais je vais découvrir ce qui se passe dans ce système-là. Mais si on découvre une infime partie de soi-même, il y a une infinité encore restante à découvrir. Et souvent, bon, le doute est l'ami de la connaissance et la certitude, c'est le début de... Oui, bah, c'est le début de l'obscurité. Pour prendre une métaphore, bah, si... Je sais que j'avance dans l'obscurité, j'ouvre grand les yeux, j'ai envie de voir. Si je pense que je suis dans la lumière, que je sais tout, je n'ai pas besoin de porter mon attention sur ce que j'ai envie de regarder. Et c'est une question d'attitude. Alors, dans ces tests-là, c'est parfois un petit croquis, et le croquis n'est pas ce qu'on voit sur les fresques de Michel-Ange. Mais des fois, c'est une indication qui peut simplement nous aider à nous repérer à un instant T. Et puis, c'est vrai qu'on peut observer à grands traits certains aspects de notre personnalité. Alors, certains sourient lorsqu'on les contredit, certains se sentent agressés, certains parfois sourient lorsqu'ils ont l'impression de cheminer sur un terrain nouveau. Et d'autres, ça les ennuie, ça les met dans un inconfort. Et avoir ce type d'éléments qui, pour se repérer, ça peut simplement peut-être dans l'entreprise aider à former des équipes un peu variées ou qui peuvent, le cas échéant, donner davantage dans les départements ou dans les domaines qui sont les leurs. Mais tu sais, c'est même le débat millénaire entre psychologue, psychanalyste, psychiatre, coach. C'est, j'allais dire, c'est celui qui a fait le plus d'études, celui qui a eu le plus d'années d'expérience. Non,
Chaque être humain a sa place. Chaque méthode a sa place. Peut-être que la psychiatrie est indiquée pour certains troubles. Peut-être que la psychologie humaine et cognitive est indiquée pour d'autres. Peut-être que la psychanalyse. Mais il y a quelque chose chez l'être humain que je trouve fascinant, même chez des brillants confrères. C'est cette volonté aussi de montrer que notre méthode est la meilleure. Et ça existe chez beaucoup de mes confrères. Hein. Voilà. C'est moi qui a fait le plus d'eux. Ça nous a davantage parlé. Oui et non. Oui, mais 11h25. Je croyais être le seul, moi. Non. Donc je serais copié. Qu'est-ce qui se passe là? Mais tout à l'heure, quand vous disiez, vous énumériez tous les postes des entreprises, la seule réalité, c'est que ce sont des humains. Et on peut avoir n'importe quel poste de directeur général d'une énorme entreprise. On a, et ça je vous apprends rien évidemment, les mêmes faiblesses, les mêmes envies, les mêmes... Oui. Et donc, arriver à créer dans une entreprise, parce que par l'accessibilité à quelque chose de simple, j'y reviens, une culture commune pour se parler, pour se comprendre, moi je crois que ça c'est un des points forts pour allier l'épanouissement et la performance. C'est ça. Je crois que c'est vraiment un lien énorme, avec une dose de confiance, comme on l'a évoqué ensemble. Des fois, pour aller faire du sport, on a besoin de bonne musique entraînante. La programmation est bonne. C'est une façon de lancer la respiration musicale dont on va profiter à nouveau. Et on se retrouve pour la suite de notre émission des experts qui, elle, se poursuit jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission. Nous sommes avec le créateur de Vacom, nous sommes avec Mélie Mihlou, Jean-Louis Fell, et nous sommes avec Mélie Mihlou qui est fondatrice de Compétences Plus, et nous parlons du rôle des relations vraiment humaines dans l'entreprise. Alors après, effectivement... Pourquoi tu as surligné vraiment humaines? Pourquoi tu t'es pas parce que contenté de cette vraiment. titre vraiment humaine? Vraiment humaine. Moi j'aime bien. Parce que quand c'est vrai que parfois on est un peu guindé, et puis si je suis directeur, je suis le directeur, et je vais pas avoir cet échange humain dans le sens authentique que je pourrais avoir avec une personne si j'enlève les cravates, les bretelles et ainsi de suite. Bon, il n'est pas interdit d'essayer de préserver l'authenticité de ce qui veut émaner spontanément de soi-même. Ce n'est pas interdit. Mais c'est pas nécessairement le pli ou l'inclination naturelle qu'on constate dans les échanges qui peuvent être ceux qu'on a avec les gens. Mais vous savez, si je prends l'exemple d'une personne qui travaille à la maison chez des gens, est-ce qu'elle a des conversations vraiment humaines avec les personnes qui l'emploient? Pas toujours. Pas toujours. Et c'est de là que naît cette distinction. Ouais. Alors c'est pour ça que le vraiment... Et j'adhère complètement. C'est bizarre. Hein. Mais pour toi, Myriam... Ça s'appelle un biais de confirmation, mon cher ami. C'est-à-dire que je recherche que les avis qui convergent vers l'opinion que je me suis faite de la situation. S'il y a un biais que j'adore, c'est celui-là. C'est le biais de confirmation. Alors tu le partages avec des milliards d'individus. C'est une bonne nouvelle. Oui, moi je suis comme les autres, mais meilleur. Mais juste, Myriam, c'est les relations vraiment humaines pour toi. Pardon? Non, mais 2 fois vraiment. C'est pour que tu t'imprègnes. Et tu sais, quand quelqu'un dit là, je vais être vraiment sincère, ou vraiment authentique, ou vraiment quelque chose, moi c'est là où ça m'interpelle. En fait, c'est pour moi, il y a des choses qui coulent de source et qui n'ont pas besoin d'être revendiquées. C'est bien. C'est ça c'est pour ça que je dis que je me pose la question naïvement. Quand c'est surligné, ça veut dire quoi? Et ça rentre en opposition par rapport à quoi? Je vais donner un exemple dans l'entreprise que tout un chacun veut imaginer. Alors, quand on a une responsabilité, quand on est au-dessus, on imagine que c'est aux autres de faire le chemin pour s'adapter à soi-même et à cette hiérarchie-là. Et si on se dit, bon, je vais essayer de comprendre les motivateurs, ou plutôt ce que mes équipes ont envie de faire spontanément, et de rentrer par ce biais-là dans l'échange que j'ai ou dans les interactions avec eux, c'est une autre dynamique. Parce que souvent, si on entre dans un moule en se disant j'obéis à l'autorité, on se dit... disons, dans une partie de soi-même, qu'il est naturel que les autres fonctionnent de cette façon. Ou inversement, j'ai pris cet exemple-là de l'autorité, mais je peux multiplier les exemples. Mais ce qui fait que Mélie Mihlou a de l'intérêt ou de l'éclat dans les yeux, auquel vibre davantage, est sensiblement différent d'une autre personne. C'est normal, on n'a pas les mêmes... je dirais c'est normal, c'est humain. Oui. Alors c'est pour ça qu'on met des couleurs, ou parfois on a besoin de croquis, lorsqu'on n'a pas aiguisé son regard, ou
Bon, certains parlent de... Oui, dans certaines cultures de... On disait dans la pause que chaque être humain chaque être humain est beaucoup plus complexe que la théorie ou les théories qu'ils décrivent. Tu sais, on prendrait 10 théories de psychologie pour expliquer les relations humaines au travail. Ça ne serait pas suffisant si on veut, par exemple, comprendre la réalité marocaine où se mélangent les concepts de chôma, comme on a dit en début d'émission, de l'ouger, de la loyauté, des relations verticales, de la hiérarchie, des traditions. Donc, il faut toujours, tu sais, même n'importe quel être humain, pour, j'allais dire, être pleinement épanoui au travail, il a besoin d'être dans un safe space, c'est-à-dire de se sentir en sécurité. Pour faire référence à Maslow, qui n'a jamais construit sa pyramide, mais ses étudiants l'ont fait pour lui et ont simplifié son travail. Ils ont dit, d'abord, il faut nourrir les besoins de sécurité, ensuite, on va voir les besoins d'épanouissement, ensuite, on va voir les besoins de se développer, etc. Et c'est normal. Si les besoins primaires, par exemple, et c'est pour ça qu'on parle de la nécessaire sécurité sur le lieu du travail, comment vous êtes avec vos collègues et vos collaborateurs? Est-ce que vous leur créez des espaces d'expression sincère? Parce que la loyauté, justement, le fait de respecter quelqu'un n'exclut pas une critique sincère ou une remise en question sincère ou un recadrage sincère, mais le fait de se sentir en sécurité en disant quelque chose, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est déjà un pas pour progresser ensemble. Et donc, il faut qu'il y ait ce sas de décompression et de communication intègre pour pouvoir aller plus loin ensemble. Et c'est pour ça que je revenais à ça. Moi, j'aurais aimé peut-être que certains DRH ne s'appellent pas DRH, mais ils s'appellent des directeurs des liens sociaux en entreprise. Parce que finalement, on ne dirige pas des gens, on gère leurs relations. On gère leurs liens. Et c'est les liens qui sont plus importants. Des fois, je te jure, je rentre dans une réunion. Et des fois, il faut analyser l'implicite et l'invisible avant le visible. Et quand tu vois des gens revenir avec leur chaise en arrière, quand tu vois quelqu'un se poser sincèrement la question, Badr, est-ce que tu as besoin d'un café, Flan, ou est-ce que les gens ne se posent même pas la question, il n'y a pas des bouteilles d'eau, on ne te propose pas un café, etc. Déjà, c'est un signal extrêmement fort du type d'accueil qu'on réserve dans cette entreprise. Mais bien entendu, mais comment dire, c'est toujours par rapport à la façon dont on aurait réagi qu'on perçoit et qu'on juge le comportement des autres. Imaginons quelqu'un qui a grandi dans une famille extrêmement chaleureuse. Et si par malheur, elle est au contact d'une autre famille dans l'intimité, et qu'elle constate d'autres fonctionnements, elle s'est dit, je ne reçois pas ce que j'ai reçu, ce que j'ai l'habitude de recevoir. Donc il y a quelque chose, ça crée une attente, et on a une attente qui est déçue. Et souvent, mais elle est chargée de sens. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas chargé de sens. C'est simplement l'investissement, le poids de la chose qui varie dans notre perception et dans notre regard. Je pense que vous allez être juste d'accord avec moi en disant qu'effectivement, on évalue les situations en fonction de sa cartographie du monde, de ses codes intériorisés, etc. Mais aussi, on évalue l'autre à travers ses actions concrètes. C'est ces actions concrètes qui me permettent de savoir à qui j'ai affaire. Donc, quelque part, c'est intéressant. Ah ben toujours. Ouais, j'ajouterais, évidemment, je ne peux que être d'accord. On évalue l'autre sur ses actions, c'est ça, c'est ce qu'on venait de dire, mais aussi sur les comportements qu'il a eus pour faire ses actions. Bien sûr. Et donc, tout à l'heure, on a parlé de vraiment. Alors, si moi j'utilise le vraiment, c'est pour attirer l'attention, tout simplement. Mais je suis complètement d'accord de dire si. Alors, je vais vraiment être honnête. Alors, ça veut dire que parfois tu ne l'es pas. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, moi aussi, je n'aime pas du tout quand quelqu'un me dit. Alors, je vais vraiment être authentique. Ah bon, d'accord. Là, je vais t'écouter vraiment. Oui, alors mais d'habitude, je t'écoute pas. Oui, en tout cas, bon, il y a des expressions comme ça qui tuent un peu la relation. Et justement, si moi j'insiste énormément, et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure ce que Myriam, tu as dit sur le lien, parce que le lien humain, c'est ça, peut-être de renommer. Peut-être les DRH d'une autre façon. On a parlé de richesse humaine, il y a des tas de modes marketing, etc. Moi, ce que je crois, c'est que les ressources humaines, rien que les ressources humaines, déjà, on devrait changer. Parce que l'humain n'est pas une ressource. L'humain est la source de tout. Exactement. Donc, voilà, il y a pas mal de boulot à faire, en tout cas, pour faire évoluer les discours et tout. Mais après, c'est l'appréhension que l'on a des choses que l'on voit à travers les relations humaines. Et je voulais juste terminer. C'est que quand j'ai créé Vacom, donc je le précise, il y a 36 ans quand même, j'ai insisté sur un point. J'ai mis conseil, parce qu'il fallait quand même donner un titre pour que les gens sachent ce que nous faisions.
D'accord? Quand j'ai commencé à avoir des collaborateurs autour de moi, on m'a dit ouais, mais il faut quand même qu'on soit lisible et tout. Et bon, et j'ai voulu mettre conseil parce que c'était bien de mettre conseil en relations et ressources humaines. Et le nombre de consultants, de psychologues qui m'ont dit non, faut mettre ressources humaines, ça fait plus sérieux. Relations humaines. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'évolution qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on parle plus du lien humain. Et Myriam, tu viens de le confirmer, et tout ce que tu as dit, je garde tout. Et j'espère que c'est enregistré, parce que je vais le copier et j'ai appris plein de choses. Et il est adorable. Il Non, est non, adorable non, et bienveillant. Oui. Et bienveillant. Non, Mais c'est la base. bien traitant. Et c'est la base, Jean-Louis, Oui. parce que tu sais, être en désaccord, c'est pas être en désamour. Oh, C'est on peut aimer l'autre et on peut être en désaccord Ah oui. partiel sur Ouais. certains points de vue et en accord sur d'autres points de vue. Et c'est cette richesse-là. Tu sais, il y a peut-être des DRH qui vont dire, mais ça va pas. Comment ça le directeur des liens sociaux ou des relations Oui, humaines, bah, etc. bien sûr. Rien n'interdit dans la vie de faire évoluer ses positions. Si notre monde change, on doit changer Bah, de avec toute lui. manière, il change qu'on le veut ou non. Donc les choses, de génération en génération, changent tout le temps. Même l'attachement. Et tout à l'heure, on disait, il y a toujours un bain culturel, mais c'est une strate de soi-même. C'est-à-dire, on baigne dans une culture collective, la famille, le pays dans lequel on évolue. Mais l'humiliation, c'est l'humiliation. Le besoin d'être reconnu, c'est le besoin d'être reconnu. Mais les formes varient d'un lieu à l'autre. Et de ce point de vue, c'est effectivement un aspect, mais qui est moins déterminant qu'on l'imagine parfois. Beaucoup moins déterminant qu'on l'imagine parfois. Nous avons une couleur qu'on apporte au monde, mais le substrat est toujours le même. En fait, j'allais dire, dans notre pays, moi j'ai l'impression on est vrai. Mais on a peur aussi des fois de heurter l'autre et Oui. de blesser la sensibilité des autres. C'est pour ça on dira souvent que les Marocains, c'est une fierté, sont très diplomates et ont beaucoup de tact. Mais si on fait le parallèle avec une culture asiatique, les Chinois, ils sont aussi extrêmement polis. Et donc, c'est difficile de décrypter des fois des comportements, un vrai non, d'un vrai oui, une vraie Oui, adhésion, d'un vrai désaccord, absolument. etc. Et au Maroc, moi, je trouve des fois, c'est pareil. J'ai passé 7 ans en France, je suis revenue au Maroc. Très honnêtement, mes premières années de réadaptation étaient difficiles. Pourquoi ? Parce qu'il fallait être direct et cash. Or non, si le fait d'être direct et cash va briser... Ici, par exemple, on valorise la loyauté et on valorise le respect des aînés et on valorise le fait de respecter quelqu'un qui a plus d'expérience ou qui a un statut plus grand, etc. Il y a une forme de verticalité dans la société, qu'on le veuille ou pas. Bien sûr. Et du coup, si tu remets en question ce rapport d'autorité, fais-le avec beaucoup de subtilité. Fais-le C'est sans l'attente implicite. heurter l'autre parce que c'est un accord tacite. Et il vaut mieux fonctionner, j'allais C'est vrai. dire, avec un contrat qu'avec une autorité. C'est-à-dire que des fois, pour remettre en question subtilement quelqu'un, dire, bah, écoute, moi, je vois ton expérience, je vois tes références, je vois. Et en même temps, si je peux me permettre, moi, ça m'aiderait beaucoup qu'on établisse notre contrat de fonctionnement ensemble. Oui, mais dans l'entreprise, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, bah, les relations humaines, c'est... Vraiment, pourquoi t'as pas dit vraiment Ah, là d'accord, oui. Les relations... enfin, Il tient, oui, ouais. voilà, la façon qu'on a d'être authentique, ça va, mais c'est en dehors de l'entreprise. Là, tu es censé réagir comme étant mon subordonné, ou je suis... Et donc, il y a un cadre. Et si tu t'écartes de ce cadre-là, on perd de vue parfois la raison d'être des objectifs ou de l'intensité qu'il s'agit de mettre. Parce que si j'attends à ce que mes collaborateurs obéissent à l'autorité que j'incarne et qu'ils se mettent à discuter d'autres choses, à parler avec leur cœur et ainsi de suite, on se dit, ouh là là, mais où on va ? Il y a un risque, il y a une inquiétude. Il y a une angoisse, donc on se dit on ferme cette porte, parfois à double clé, et on ne l'ouvre qu'ailleurs, parce que par ailleurs on ne peut pas faire en sorte d'être autre chose qu'humain, donc on l'est par nécessité, simplement on le réserve au cercle les plus proches, on se dit dans l'entreprise, ce n'est peut-être pas l'endroit. Jean-Michel. Alors pour revenir à l'entreprise, ouais, tout à l'heure tu as utilisé un mot, merci, bienveillant, en parlant de moi, donc je prends, mais pour moi ça ne suffit pas. Parce que bienveillance, c'est vouloir le bien à l'autre. Mais moi ce que j'aime, c'est un mot, alors qu'on utilise beaucoup moins, qui est peut-être moins beau et tout, c'est bien traitant. Parce que sans s'en rendre compte,
on est souvent maltraitant, relationnellement, hein, je précise bien sûr, hein, pour mettre les choses à la place, mais relationnellement, sans se rendre compte, on va parler, tout à l'heure, tu parlais cash, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens, quand on leur parle cash, disent « Ah bah attends, t'as vu la tête que t'es pas beau, t'es ça, tu vois », se sentent agressés, alors que la personne qui a dit cela parle comme ça. Donc, moi, je me souviens, alors j'ai des clichés, hein, je suis désolé, mais des clichés qui remontent à loin, mais à une époque, on disait, vous savez, dans un message, le plus important, c'est le fond. Vraiment, ce que le message veut dire. Et moi, la forme, c'est pas mal. Hein. La forme. Et aujourd'hui, je dirais, sans copier. Il y a une citation de Hugo sur le sujet. Pardon Hugo, il avait une phrase, il disait « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. » Ouais. Voilà. J'aime beaucoup. Mais, oui, c'est excellent, mais c'est le fond qui est important. Non, la forme, pardon, excuse-moi. C'est malin, hein. Ça y est, je suis fatigué. Non, c'est la forme qui est importante. Et la forme que l'on met change tout. Et là, quand on parle des relations vraiment humaines, pour appuyer le vraiment que tu as très très bien présenté tout à l'heure devant Myriam, qui n'était pas convaincue, je le précise quand même, les auditeurs ne le voient pas, mais je donne... J'évolue dans ma pensée, mon cher ami. J'évolue. Je m'interdis pas d'évoluer. Je m'autorise. Voilà, je m'autorise. Ça veut dire peut-être, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que finalement, tu sais, on peut être honnête en étant diplomate. Parce que justement, si je prends en considération la sensibilité de Badr ou la susceptibilité de Jean-Louis ou peut-être le mauvais timing d'une tierce personne à laquelle je vais faire un feedback, je vais me dire là, peut-être elle est juste fatiguée, enrhumée, grippée ou ses enfants ont une mauvaise note à l'école ou elle était en retard. Et tout de suite là, c'est nécessaire de faire des feedbacks. C'est honnête, c'est même intègre. C'est pas le bon moment. C'est juste pas le bon moment. Oui. Et donc, si on est humain et si on a de la compassion envers une personne, c'est se dire, oh, c'est bon. C'est pas le fait d'avoir raison. Je peux vouloir avoir raison, mais qu'est-ce qui est vraiment important à ce moment-là? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que je veux avoir raison, montrer ma supériorité, ou juste... Allez, c'est bon, laisse couler. Demain sera un jour meilleur et les gens seront prédisposés à mieux m'écouter, intégrer ce que j'ai envie de leur dire. Et je peux te jurer que j'étais pas souvent comme ça. Moi, je suis une sanguine dans l'âme. Et des fois, sous pression, sous tension ou sous l'effet d'un mauvais sommeil, et tu sais, les mauvaises habitudes reviennent au galop. Hein. Oui, on peut être très sanguin. Et après, je me dis, merde, j'aurais pas dû, mais attends, il mérite pas, etc. Mais c'est sorti. Et justement, comme on est prêt dans cette société, quand je vois le monde qui nous entoure et je me dis, oh mon Dieu, dans quel magnifique monde on est en train d'aller, j'ai l'impression que les gens dégainent très très rapidement. Et de plus en plus rapidement, les gens ont envie de montrer leur force. C'est pour ça qu'on parle de prédateurs. Et donc, si on vit, alors j'imagine mes collègues au bureau, s'ils se disent tous les matins, à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui ? Parce que notre chef est colérique, parce que notre manager est colérique, je peux te garantir qu'ils vont arriver au bureau, ils auront pris leur dose de café, ils auront créé de l'acidité dans le ventre parce qu'ils sont stressés, parce qu'une proie n'aime pas être mangée. Même si on est masochiste, ça va créer de l'acidité dans notre corps, parce qu'on va se dire, oh merde, ça va mal se passer encore aujourd'hui, ils vont me bouffer dans la réunion. Le vivant est attaché à la vie. Et donc aux prédateurs qui peuvent nous écouter de temps en temps, je peux leur dire qu'on peut réussir nos objectifs des fois en rangeant nos flingues, nos fusils et en laissant de la place aux autres. La difficulté, c'est que le monde de l'entreprise est compétitif. Oui. Exact. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est une norme et qu'il faut rester comme ça. C'est qu'il faut changer, il faut faire évoluer les choses et pour aller vers la coordination. C'est-à-dire que les gens apprennent à être compétitifs et doivent être compétitifs déjà face aux autres concurrents, face même aux services dans l'entreprise, face à leurs collègues, etc. Et ça, c'est peut-être ce qui dénote, tout à l'heure on voulait parler entre la société lambda et puis l'entreprise, c'est ce qui dénote la différence, c'est-à-dire qu'on est dans un monde compétitif dans l'entreprise où on doit avoir des résultats, et c'est ce qui explique que même des gens qui ont des valeurs extrêmes et qui veulent valoriser les relations humaines ne savent pas toujours le faire. Bien sûr. Et le font à leur façon. Oui. Mais quand on les questionne, ils ont l'impression... Et souvent, on me dit, les chefs d'entreprise, c'est le salopard. Moi, j'ai la chance depuis des années à les côtoyer. J'en fais partie, donc, dans des cercles d'amis, dans des cercles d'entreprise et tout. Mais c'est incroyable le nombre de chefs d'entreprise qui aimeraient bien améliorer les relations. Je peux dire quelque chose, s'il te plaît? Non, c'est terminé. Non, je peux dire quelque chose. Parce que souvent, tu vois, on l'a traité dans d'autres émissions, certains
certains disent « Ouais, mais moi je suis honnête, je dis les choses ». Mais être honnête ne t'empêche pas d'être bien éduqué. Moi, j'ai envie de le dire. S'il y en a des gens, et bien traitants. Être honnête ne t'empêche pas de dire bonjour aux gens, merci aux gens, excuse-moi. Et vraiment, je sais pas, ne faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. D'accord. Oui, oui, mais ça demande de faire en soi un peu de place pour la perception qui peut être sensiblement différente d'autrui. Et les psychologues ne sont pas les meilleurs toujours dans la compréhension de la psychologie humaine. Ça, c'est pour rebondir. Il faut qu'ils soient humains quand même. Tout à l'heure, Myriam, tu parlais, j'ai bien aimé parce que tu as dit les habitudes reviennent au galop. Alors qu'il y a une expression en France, je ne sais pas si au Maroc vous l'avez, c'est le naturel revient au galop. Oui. Et ça, j'ai horreur de ça, cette expression. Parce que quand tu donnes à la personne les moyens de comprendre que peut-être ses comportements ne sont pas en adéquation avec son poste, avec les gens qu'il a autour de lui, qui devraient s'améliorer. Oh oui, mais tu sais, le naturel revient au galop. Et moi, je fais comme tu l'as fait tout à l'heure. Je dis non, c'est pas le naturel, ce sont les habitudes qui reviennent au galop. C'est ton habitude de fonctionner comme ça qui t'empêche peut-être de voir les choses. On va pas prendre l'habitude d'être en retard. Il est 11h57. C'était le mot de conclusion pour notre émission qui se termine. Bon, je veux pas te frustrer, Myriam. Non, tu me frustres pas. J'étais hyper contente de notre échange. Merci beaucoup. Voilà. Très très bonne journée. On se retrouve demain pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.